46 dans C'est dans l'air, qui est intitulé ce soir « Présidentielle, l'heure et demie, c'est la finance ». Tout de suite, c'est-à-dire. Victoire Nsondé, bonsoir. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs qui en une ce mois-ci à ce dossier « Perturbateurs endocriniens, nos enfants contaminés jusqu'à 54 molécules retrouvées dans leurs cheveux ». C'est vous, Victoire Nsondé, qui avez réalisé ce dossier. Alors c'est vrai qu'on en a un peu parlé lors de cette élection présidentielle, de ces perturbateurs endocriniens. Et pourtant, il faut être honnête, on ne sait pas très bien ce que c'est. Avant de vous écouter, je vous propose d'écouter, Victoire Nsondé, des témoignages de 2 Français qui sont assez perplexes sur ce que c'est exactement que ces perturbateurs endocriniens. On écoute. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de perturbateurs endocriniens? Personnellement, non. Ça me dit rien du tout. Ça vous évoque rien? Non. Vous, madame, ça vous dit quelque chose? Non, non plus. Ça évoque des polluants du système immunitaire, des réactions de l'organisme. Alors, Victoire Nsondé, leçon de choses, dites-nous ce qu'est exactement qu'un perturbateur endocrinien. Alors, un perturbateur endocrinien, c'est une molécule qui, comme son nom l'indique, va perturber les glandes endocrines, c'est-à-dire les glandes qui sécrètent les hormones. Ce sont des molécules qui vont perturber le fonctionnement normal des hormones. Alors, les auditeurs n'étaient pas trop au courant, mais si on leur dit parabènes, ça va davantage leur parler, ou peut-être bisphénol A. Certains sont davantage connus. Et où est-ce qu'on les trouve? Alors, le problème, c'est qu'on les retrouve un peu partout dans les produits de consommation courante. Moi, j'ai pour l'habitude de dire qu'on les trouve à la maison, du sol au plafond, et de la cuisine à la chambre à coucher. Ils sont absolument partout, et c'est bien le problème. C'est-à-dire les produits d'entretien, on va les lister, hein, les cosmétiques, les boîtes de conserve. Les produits alimentaires, certains revêtements de sol. Oui. Et à quoi ils servent? Parce qu'ils ont une utilité. Alors, ils ont des actions. Certains sont des conservateurs, c'est le cas des parabènes. D'autres sont des plastifiants, c'est-à-dire dans le PVC, par exemple, pour qu'il y ait davantage de souplesse, on utilise des phtalates, ce sont des perturbateurs endocriniens. Certains sont des isolants. Oui, il y a des produits anti-feu, si par exemple, pour que les canapés ne s'enflamment pas. On met des produits qui sont des perturbateurs endocriniens. Et alors, sauf que ces microparticules, c'est ce que montre votre étude, eh bien, elles passent dans l'organisme, y compris chez les petits-enfants. Oui, nous on a fait une étude, on a récupéré des échantillons de cheveux. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est contaminé dans son organisme, ça passe au niveau des cheveux. Parce que la racine du cheveu est irriguée par des vaisseaux sanguins, donc ça passe dans le sang et ça se retrouve dans les cheveux. Et les enfants de notre étude, qui ont entre 10 et 15 ans, sont tous contaminés par plusieurs dizaines de ces molécules. Ah oui, et que ce soit aussi bien des enfants ruraux que des... Tout à fait. On a voulu être le plus représentatif possible de la population. Donc on a pris des citadins, des franciliens, des gens en région, dans des plus petites villes, des ruraux aussi. Tous sont contaminés, sans exception. On est tous égaux. Hein. Et c'est donc en moyenne, c'est quoi le chiffre, 34? En moyenne, 34 molécules différentes. Alors, ça monte jusqu'à 54 pour un enfant. Quelles conséquences cela a que ces perturbateurs endocriniens? Est-ce que ça a des conséquences sur les enfants, par exemple? On sait aujourd'hui, je me mets dans les pas des chercheurs, on sait aujourd'hui qu'il peut y avoir des conséquences très diverses. Dès la naissance, parce que l'exposition, elle se fait déjà chez le fœtus, des petits poils à la naissance. On peut avoir... Alors justement, je vous propose, parce qu'on a un petit sujet, avec un chercheur qui nous dit que ça a notamment des conséquences sur la taille du crâne des nourrissons. On écoute ce chercheur. On a mis en évidence que les enfants qui avaient été exposés pendant la grossesse au niveau les plus élevés de triclosan, qui est un bactéricide utilisé dans les savons et les dentifrices, avaient un périmètre crânien dont la croissance était ralentie en fin de grossesse et à la naissance. Donc la question que ça pose, cette réduction du périmètre crânien en lien avec le triclosan, c'est celle d'un effet du triclosan sur le neurodéveloppement de l'enfant. Et alors, quels sont les autres types d'effets secondaires? Sur la fertilité, on peut avoir des pubertés précoces, c'est-à-dire des enfants qui ont une puberté beaucoup plus tôt que la normale. C'est pour ça, dit-on, qu'aujourd'hui, on voit des petites filles à 8-9 ans... Oui, tout à fait. Les pédiatres ont lancé l'alerte déjà plusieurs années et ils mettent en cause ces perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques, dans les produits alimentaires. Même si on n'en est pas sûr, on les soupçonne. On connaît leurs propriétés intrinsèques. Ils peuvent agir, par exemple, comme des oestrogènes, comme des hormones sexuelles. Et donc, aujourd'hui, des chercheurs comme celui qui intervient, Rémi Slama, et les études sont assez solides pour montrer l'impact de ces substances sur la santé. Il y a une grosse étude en France qui s'appelle Pélagie. On a suivi des femmes enceintes. Elles sont plusieurs milliers de femmes enceintes. Aujourd'hui, on sait que ces substances ont ce type d'effet. Alors, on parle aussi de maladies graves que ça pourrait provoquer. Le diabète, par exemple, qui est une maladie qui est liée à un dysfonctionnement hormonal,
on a une explosion du diabète aujourd'hui. On soupçonne, et c'est l'Agence de sécurité sanitaire française qui le dit, les perturbateurs endocriniens d'être en cause dans cette situation. On parle de maladies du foie, de maladies cardiovasculaires, de maladies du rein, enfin bref. Mais parce que les hormones, elles agissent sur l'ensemble de notre organisme au moment du développement, mais aussi pour réguler l'ensemble des fonctions de l'organisme. Donc ils peuvent agir, ces perturbateurs endocriniens, sur l'ensemble du fonctionnement de l'organisme. Alors qu'est-ce qu'on attend pour les interdire, ces perturbateurs endocriniens? Là, par exemple, le médecin, là, le chercheur, parlait du triclosan. Oui, c'est un antibactérien qu'on retrouve dans des produits d'hygiène et dans des cosmétiques. Dans des savons, on a du triclosan. Bon, tout à fait. Alors pourquoi on les interdit pas tous ces... Aujourd'hui, c'est difficile de dire telle substance a spécifiquement tel effet. Donc les fabricants se cachent derrière et le doute profite aux fabricants au détriment de la population. Et on voit bien au niveau européen, on a des discussions, ça fait 3 ans que ça dure. Qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien? À partir de quand on doit les interdire? La France est plutôt en pointe, pousse pour une définition large, pour interdire tous ceux qui sont soupçonnés de ce risque. D'autres pays veulent une vision plus restrictive. Et le problème, c'est que pour l'instant, on continue à être contaminé dès le plus jeune âge. Vous voulez dire qu'on a peut-être on cède face au lobby des industriels, de la chimie, etc. Non, mais clairement, il faut dire les choses aujourd'hui. Il y a des doutes sur des substances. On nous dit, on va abaisser les seuils. Ces substances, elles agissent à faible dose, donc c'est pas pertinent. On verra bien. Sauf qu'en attendant, les enfants sont contaminés. Notre étude le rappelle. Alors, il y a eu un perturbateur endocrinien qui a été interdit en 2015, si je ne me trompe, c'est le bisphénol A qu'on avait dans les biberons. Alors, est-ce qu'on le retrouve aujourd'hui dans les cheveux des enfants? Alors, on le retrouve dans les cheveux des enfants de notre étude, dans une moindre mesure, parce qu'on retrouve davantage son substitut, qui s'appelle bisphénol S. Ah, parce que du coup, comme le bisphénol A est interdit, du coup, on a mis le bisphénol S. Qui, lui, n'est pas interdit, mais qui est aussi un perturbateur endocrinien potentiel. Donc, entre la peste et le choléra... Et celui-là, du coup, vous avez retrouvé beaucoup de bisphénol S. Plus de bisphénol S, plus de substituts que de bisphénol A, le produit de base. Alors, si ces perturbateurs endocriniens ne sont pas interdits, est-ce qu'on peut s'en protéger soi-même? Alors, on ne peut pas tous les écarter, mais on peut agir. Alors, dans notre étude, il y a des gestes simples qui sont mis en évidence. Les familles où on fait davantage le ménage, où on nettoie davantage et on aère davantage, ont des enfants moins contaminés. Pourquoi? Ces perturbateurs endocriniens de la maison, on les retrouve dans les poussières et dans l'air intérieur. Donc, si vous vous débarrassez de la poussière, vos enfants seront moins exposés. C'est un des points vraiment qui apparaissent dans notre étude. Tout bêtement, ouvrir sa fenêtre déjà et passer un bon coup de balai ou un... On les écarte pas tous, mais on limite la contamination. Et puis aussi, en achetant de manière éclairée. Quand on achète des produits d'hygiène, le chercheur en parlait, on regarde la composition. Oui, mais alors attendez, j'ai vu la composition écrit DBP, DEHP, BBP, DIBP. Enfin, il y a un étiquetage épouvantable. Non, mais c'est sûr. Après, alors, comment vous faites, vous, pour savoir que c'est un... Alors, par exemple, pour les cosmétiques, il y a une chose simple à faire, c'est de préférer le bio. Le bio interdit les triclosans et autres parabènes. Donc et après, effectivement, c'est une vigilance. On achète moins peut-être de produits d'hygiène et quand on les achète, on prend le temps d'éplucher. Alors, c'est fastidieux parce que c'est écrit en tout petit, de d'éplucher. Puis nous, on fait le travail pour les consommateurs tous les mois aussi. Hein. C'est-à-dire d'éplucher. Donc, la composition, parce que dans les cosmétiques, c'est systématiquement indiqué la liste des ingrédients. Donc, on prend le temps d'éplucher. Mais il y a écrit perturbateur endocrinien? Non, il y a écrit, par exemple, propylparabène. Il y aura écrit triclosan. Il n'y a pas écrit perturbateur endocrinien parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit. Hein. Alors, les phtalates, ça ne va pas forcément être écrit, c'est un peu plus compliqué. Bon. Par exemple, dans les vernis, c'est des intermédiaires de formulation. Donc, ce n'est pas un ingrédient à proprement parler. Ce ne sera pas indiqué. C'est vrai que c'est compliqué. On pourrait déjà réclamer un étiquetage simple où il est écrit sans perturbateur endocrinien ou avec. On ne peut pas dire ça parce qu'aujourd'hui, on pourrait se faire attaquer par les fabricants puisque la réglementation européenne n'a pas défini ce que c'était qu'un perturbateur endocrinien. Donc, on est un peu coincé à ce niveau-là. Voilà. Donc, privilégier le bio, les emballages en verre aussi, puisqu'on en a dans les boîtes de conserve toutes bêtes. Alors, en France, dans les canettes. En France, le bisphénol A, il est interdit dans les canettes aujourd'hui. Et il n'y a pas du bisphénol S, du coup? Ça, vous avez raison. Bon, mais dans le verre, il n'y en a pas, en tout cas. Voilà. Dans le verre, il n'y en a pas. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est peut-être l'un des scandales sanitaires qui va arriver dans les prochaines années. Mais on y est déjà. Les effets, on les connaît déjà aujourd'hui. C'est pour ça que dans notre guide, on passe en revue les différentes pièces de la maison pour accompagner les gens dans leur choix de consommation. Voilà, 60 millions de consommateurs, donc tous sur la contamination aux perturbateurs endocriniens. Merci beaucoup, Victoire Nsondé. Merci. C'est moi qui vous remercie. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. C'est l'une des particularités qui ne manque pas d'étonner à l'étranger. C'est le nombre de candidats anticapitalistes à cette élection présidentielle. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Présidentielle, leur ennemi, c'est la finance.